Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto dans nos nouveaux studios, les gars. On est les premiers à inaugurer le studio 2 de Cube Radio. Alors, on est très contents de tout ça. Bel environnement. On va peut-être travailler d'ailleurs nos chroniques dans les prochaines semaines pour voir comment on utilise tout ce bel espace qui nous est alloué désormais. Ouais. C'est la révolution. C'est véritablement la révolution. Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau, on est les trois autour de la table, évidemment, pour parler de voitures aujourd'hui. Puis, Louis-Philippe, on va commencer avec les Américains qui en rajoutent une couche parce que là, on veut interdire l'utilisation d'équipements chinois et russes dans les véhicules qu'on va commercialiser aux États-Unis. Ben oui, écoute, la guerre se poursuit. C'est pas seulement avec les véhicules électriques meilleur marché, ça se poursuit avec les équipementiers. Mais non seulement les équipements, Antoine, les logiciels aussi. C'est ça qui est le nerf de la guerre, je pense, de cette enquête-là qui a été menée par le ministère du Commerce aux États-Unis, qui dit que ces équipements-là fabriqués en Chine et ces logiciels-là fabriqués en Chine et en Russie peuvent être une menace à la sécurité aux États-Unis. Là, on évoque des exemples, par exemple, que ces équipements-là qui sont très évolués. On sait les véhicules ont des radars, des lidars, des GPS, etc. Et toutes sortes d'autres logiciels qui permettent aux véhicules de fonctionner dans ces fonctionnalités de sécurité avancées puis tout ça. Et puis, bon, ben, le département du commerce a dit ça pourrait arriver que la Russie ou la Chine pourrait prendre le contrôle de véhicules à distance et les contrôler. Moi, je vais vous dire que c'est pas mal plus les données personnelles des gens. Je pense qu'on a parlé de ça ici avec notamment Steve Waterhouse qui est venu à l'émission, puis que c'est un problème qui est grandissant et c'est un problème qui affecte les véhicules grandement dernièrement à cause de toutes ces nouvelles technologies-là. Donc, à partir de 2027, c'est proposé qu'on arrête d'utiliser les logiciels et 2029, les véhicules d'année modèle 2029, les équipements qui sont fabriqués en Russie et en Chine. On reviendrait donc à la Dodge Omni pour tout le monde. De cette façon-là, il y en aurait plus. Écoute, c'est pas mauvais, c'est le flip phone de l'automobile. Tant que c'est une GLH, moi, je suis content. c'est ça. Je suis pas sûr. On a des téléphones. Les téléphones qu'on a avec nous ont des composantes logicielles qui sont chinoises. L'automobile, c'est une guerre un peu de marché plus que de sécurité. Mais par contre, on évoque quand même certains problèmes. Je pense que... honnêtement, à partir du moment où les voitures deviennent autonomes, elles sont déjà semi-autonomes, il y a quand même un véritable potentiel de problème. On a déjà c'est possible. Tu peux le faire là. C'est plus de la science-fiction. C'est plus Mission Impossible. Là, c'est comme boum boum, vas-y quoi. C'est pas impossible. C'est sûr que ce mélange-là entre pouvoir contrôler les véhicules puis surtout aller chercher les données qui sont récoltées, c'est ce que le département du commerce américain a peur. Là, on ne sait pas si au Canada, on va emboîter le pas parce qu'on l'a fait également avec les véhicules chinois, mais avec les véhicules électriques ou assemblés en Chine, je pense que ça va être quelque chose à vérifier. Puis surtout, les nouvelles qui ont rapport avec les données puis ces équipements-là, parce que ça va juste se poursuivre, là, cette guerre-là là, entre la Russie, la Chine et les États-Unis et l'Amérique du Nord. Oui, ça, c'est clair. Il y a eu un sondage qui a été réalisé au Québec, à savoir, on a posé la question aux Québécois, envisageriez-vous comme prochain véhicule l'achat d'un véhicule électrique? Et la réponse d'un Québécois sur deux, ça a été oui. Ça me fait rire parce que l'angle de la question... On peut la poser comme on veut, la question. L'angle de la question te suggère quasiment de dire oui. Non, mais c'est ça. Mais de toute façon, c'est le problème de tous les sondages. À partir du moment où tu poses une question, la personne va donner une réponse vertueuse en face. En tout cas, si on savait que les sondages représentaient exactement la réalité, on le saurait depuis un moment, on le voit en politique, on le voit dans un paquet de trucs. Et là, la question, c'est est-ce que vous envisageriez... Bah oui, même moi qui ne suis pas du tout sur le marché, pour un véhicule neuf, je pourrais éventuellement envisager d'acheter un véhicule électrique.
ça n'engage à rien, ça Ben, n'implique je peux, rien. Je peux y penser, Vas-y, mais ne voilà. pas le faire. Ce qui m'étonne, c'est ça, c'est qu'il n'y en ait pas plus que ça sur ce sondage-là, parce qu'ils disent que 50 % envisageraient. Selon les données là, de Léger, 39 % veulent rester mordicus avec les véhicules à essence. On parle... Qu'est-ce qui est étonnant dans ce sondage-là, justement? Bon, on s'attendait qu'il y ait plus de gens qui envisageraient, parce qu'elle est vague, comme tu dis, la question peut Oui, mais en l'interpréter même comme on temps, veut. tu sais, Mais c'est que moins d'une personne sur 10 envisage de changer de véhicule dans la prochaine année. Voilà. Fait que c'est ça qui est le problème. Peu importe véhicule confondu, là, on parle de véhicules à essence, électrique, hybride, etc. Donc, il y a des données, moi je doute un petit peu de la pertinence de ce sondage-là, mais il y a des données qui sont intéressantes parce que justement, ça donne un insight un peu sur l'industrie au Québec dans les prochaines années, de dire, moi j'envisage même pas acheter un véhicule à essence parce que, je suis pas rendu là. Donc, c'est quelque chose qui est révélateur, je pense, sur les intentions d'achat des Québécois, des véhicules at large, là, si on peut se permettre l'expression. Si on parle de véhicules électriques, toujours dans ce sondage-là, les plus grosses anxiétés, c'est l'autonomie de la batterie, le prix qui est en haut de tout ça. Là, on parle de 39 % des répondants qui disent le prix, ça peut changer. Ça va changer dans la prochaine année, ça va changer dans les années à venir à cause des subventions, etc. Donc, c'est des grosses les gens sont freinés par le prix des véhicules. Point. Oui, c'est exactement. pas uniquement les Exactement. véhicules électriques. Ouais. Tu sais, on n'arrête pas de le dire. En ce moment, l'aubaine de l'heure dans l'électrique, c'est un Chevrolet Equinox, mais c'est toujours bien 55 000 $. Ouais. T'as beau avoir 12 000 de crédit, ça reste un véhicule minimalement de 45 000 $ plus taxes. Là. Ouais. Alors, c'est pas... C'est des gros sous. Là. C'est énormément d'argent. Ouais. Tu sais, une Honda Civic hybride coûte minimalement 35 000 $. Alors, une voiture neuve, ça coûte cher. Les assurances ont explosé. On est rendu avec un standard de pneus de 18 pouces, sinon 19 ou 20, ça coûte cher à remplacer. Les véhicules sont plus lourds, ça use plus vite. Tout ce que tu... Les routes sont laides, fait que les pneus éclatent. Boum, boum, boum. Le seul répit qu'on a ces jours-ci, c'est le prix de l'essence qui est en baisse. Aux grandes dames de ceux qui veulent multiplier les véhicules électriques, parce que, bon, évidemment, un véhicule électrique, on le sait que la facture ne va pas en baissant. Tout ce qu'on lance sur le marché, mis à part la Fiat 500, ce sont des véhicules qui sont quand même assez chers. D'ailleurs, on peut peut-être faire la transition vers le Cadillac optique. On vient d'annoncer les prix. Oui. Et on est heureux de dire que le véhicule va être admissible aux crédits gouvernementaux, mais on est encore sur la fesse. C'est encore un véhicule de 64 999 $. Ouais. C'est pas ça exactement. C'est 59 999 plus livraison, plus transport, les frais, les frais. Puis bon. Mais on est en dessous, justement, du seuil. On a 2 modèles là, dans la lignée optique qui vont être admissibles. Je pense qu'on s'en vient là, chez Cadillac avec un produit qui multiplie encore les offres de la plateforme Ultium, qui est quand même une plateforme performante. Puis là, on a cet utilitaire-là qui est compact, qui va être accessible à plus de portefeuilles. Compact. En fait, on est dans... Il est gros, par exemple. On est dans le format d'un XT5, essentiellement. Mais c'est fascinant quand même de voir Cadillac multiplier ses offres de véhicules électriques, alors que les autres marques en compétition, et on peut penser à Lexus, mais on peut aussi penser à Acura, Infiniti, à Genesis. Les électriques se font... Chez Genesis, ça va s'en venir, on le sait, là, mais ça se fait quand même assez rare. Cadillac joue d'audace, là. Puis des lyriques, moi, j'en vois pas tant que ça sur la route. Mais évidemment, ça commence à 80 000 la copie, là. Alors, l'optique, ça va être autre chose. J'ai l'impression qu'on va aller chercher une bonne part de clientèle avec ça. Parce que quand tu regardes ce produit-là, c'est le prix d'un Mustang Mach-E. Ouais. C'est pas mal plus de chars. C'est un pensez-y sérieux. C'est ça. C'est pas un pensez-y bien, c'est un... Je voulais pas être méchant. On n'est pas vraiment plus cher. On est dans les prix d'un Nissan Ariya. On est dans les prix. Donc, puis là, on a la carte du luxe. Tu sais, le luxe est difficile à définir dans l'électrique parce qu'on considère un Tesla Model Y comme un véhicule de luxe que c'est ce que ce n'est absolument pas. Les gens pensent encore que c'est des véhicules de luxe là, chez Tesla. C'est ça. Donc, ça. Bravo au marketing. Mais non, je pense que Cadillac va frapper fort avec ce produit-là. Puis j'ai hâte de voir comment la compétition va réagir. Mais ça reste un autre véhicule à 60 000 $ et plus. Ce qu'on veut, c'est des véhicules plus accessibles. Puis là, ce qu'on continue de faire, c'est de multiplier l'offre du luxe alors que quand tu as un budget plus serré, tu n'as plus grand-chose à te mettre sous la dent. Antoine, un autre véhicule électrique, on veut en parler, puis on va l'attendre un petit peu plus longtemps, la Mini électrique.
Hey, ça, je trouve ça dommage parce que j'avais hâte de voir débarquer cette voiture-là chez nous. La Mini électrique, dont on parle évidemment de la vraie Mini, là, la Cooper 3 portes, annonce une autonomie pas mal plus intéressante que le modèle qu'on vient remplacer, semble plus performante, tout ça. Mais malheureusement, son arrivée chez nous va être sérieusement retardée. Pourquoi? Parce qu'elle est assemblée en Chine. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne pourra finalement pas en bénéficier. Il va falloir rapatrier la production ailleurs du côté de l'Europe. Et là, bien évidemment, changer des plans d'usine, tout ça, ça ne prend pas 2 semaines. Non. Alors, on risque de ne pas l'avoir pour 2025 et on peut même se poser la question si on ne... pour 2026. On ne repensera pas la stratégie pour peut-être finalement ne pas l'amener. Je trouverais ça dommage, mais je trouvais ça intéressant qu'on amène une autre petite voiture électrique sur le marché, même si je sais que c'est pas une auto à prix rabais. Elle ne sera pas donnée, là. Elle ne sera pas donnée, mais quand même. Puis une voiture qui va tenter le plus d'émuler le plaisir de conduite de la Mini. Mais moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, justement, avec un véhicule plus pesant et comment que les ingénieurs ont fait pour balancer le véhicule puis garder la clientèle là, dans la lignée Mini. Une autre petite voiture que tu as assisté à un dévoilement en Europe. Comme quoi, le travail me court après. Parce que je suis parti... Là, t'es en vacances, mais t'es jamais... c'est ça. Je suis parti en voyage dans le nord de l'Italie et dans le sud de la France. Je me suis promené un petit peu. D'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé au lac de Combe, c'est un endroit extraordinaire. T'as dit bonjour à George? Hein? T'as dit bonjour à George? Monsieur Clooney, bonjour. Oui, j'ai d'ailleurs pu apercevoir son humble demeure en bord de lac. Ça fait pitié. Mais cela étant dit, je me suis retrouvé à Nice et je passe devant l'aéroport de Nice et était aligné une vingtaine de Renault 5 électriques flambant neuves, une voiture qui est tellement belle. J'aimerais tellement qu'on commercialise cette voiture-là chez nous. Oui. C'est une rivale directe de la Fiat 500 électrique, mais encore plus charmante, avec cette touche rétro moderne, vraiment cool, des couleurs qui sont vives. Tu sais, je réimaginais les pubs de Robert Charlebois avec le chameau réinventé. C'est vraiment ça serait un retour extraordinaire. Mais ça n'arrivera pas. Charlebois étant encore vivant, on peut même imaginer l'utiliser. C'est ça. Mais bref, évidemment, il y avait le lancement de cette voiture-là qui avait lieu. Je n'y ai pas participé, mais j'ai vu l'engouement qu'on avait pour cette nouveauté-là. Puis quand tu circules en Europe, tu te rends compte que là-bas, la sous-compacte est encore la voiture la plus populaire. Ah ben, c'est clair. Il y a plus de VUS que par le passé, mais tu sais, un CR-V, c'est un gros véhicule en Europe. Gigantesque. Et les VUS qu'on y vend, c'est vraiment des hybrides. Je me suis arrêté dans un concessionnaire Peugeot pour regarder la gamme. Puis le plus gros véhicule est un format CR-V à peu près, mais avec une ligne beaucoup plus audacieuse et toujours avec des hybrides ou des hybrides rechargeables parce que les taxes aux émanations polluantes en Europe n'ont pas de bon sens. Pour vous donner une idée, tu sais, moi, je suis propriétaire d'une Golf R 2023. J'ai acheté cette voiture-là pour 51 000 $ canadiens. On vend cette même voiture-là en Europe à 64 000 € et il faut rajouter à la facture 40 000 € de taxes d'émanation polluantes. Là, on parle d'une Golf R, là, on ne parle pas d'une Mustang 5 litres. Là. Ouais. Fait qu'imaginez-vous à quel point on est sévère sur ça, et ça explique pourquoi les petites voitures et qui plus est, les hybrides rechargeables se vendent énormément. Les Yaris hybrides, il en pleut. Des petites Peugeot E208 qui sont magnifiques. Écoute, c'est partout. En Europe, c'est pas agréable nécessairement même de conduire un CR-V. Moi, j'ai conduit dernièrement un Kia Sportage. En fait, ici, c'est des véhicules qui sont petits. Oui. Puis là-bas, tu arrives, les distances, tout est plus vrai. Je me permets de te dire que lors de mon périple, ce que je conduisais, c'est un Wrangler 4XE. Mais quelle emmerde! Quelle emmerde pour circuler! Avec un rayon de braquage terrible. Non. Tu sais, c'était absolument pas agréable. Puis, tu sais, je suis rentré dans un stationnement souterrain avec ça. Je te jure, j'étais certain que j'arrachais le toit à un moment donné. Tout est petit. Il aurait fallu que tu l'achètes. Alors, c'est ça. Fait que c'est assez fascinant, mais tout ça pour dire que la Renault 5, c'est une voiture magnifique. Et les rumeurs font état du possible retour de la Nissan Micra en version électrique qui serait basée sur la Renault 5, qui, elle, peut-être,
pourrait venir chez nous. En tout cas, il y aurait certainement plus de logique. Il y a beaucoup d'inconnus. Ouais. Et puis, les relations entre Renault et Nissan actuellement étant ce qu'elles sont. Ouais, c'est ça. Et les ventes de la... Je tiens à spécifier que c'est de la pure spéculation. Voilà. Puis si on prend en compte les ventes de la Fiat 500e en ce moment, qui sont pas très bonnes, c'est des décisions à prendre, là, aussi, là, de part de ces constructeurs-là. Même la 500e en Europe, c'est un flop monumental. Là. Mais il y en a énormément. Alors, tu me dis ça... Regarde, moi, il y a des nouvelles qui sont sorties. Ils ont arrêté la production, je pense, pendant un mois pour j'ai vu ça aussi, mais pourtant, des Fiat 500 en Europe et même des électriques, t'en vois partout. Ah, des 500 anciens modèles, il y en a partout parce qu'ils la font depuis 2008, si je me souviens bien. Mais en électrique, ça commence à avoir... à la télé, ils poussent comme des fous dans les publicités. Moi, je rentre de France il n'y a pas longtemps aussi. Mais... Non, ça décolle pas. Et là, Stellantis en Europe, là, il commence à, comme ici d'ailleurs, ça commence à bardasser. Et puis, t'as dû constater la même chose que moi. Je sais pas si ça pourrait être viable de commercialiser ça ici, là. Mais le Jeep Avenger, j'en ai vu à tous les coins de rue. Ah, c'est vrai. C'est la folie furieuse pour ce produit-là, qui est grosseur Jeep Renegade, là, essentiellement, mais en hybride rechargeable, et ça va arriver en tout électrique aussi. Alors, c'est un produit qu'on va peut-être commercialiser chez nous sous la bannière Fiat, et ça sera la Fiat 600. Là. Non, c'est encore autre chose, la 600. La 600, c'est le même format, en tout cas. Ben, c'est ça, mais c'est encore autre chose. La 600, elle existe déjà. La 600 existe déjà. Là-bas, on en voit, mais beaucoup moins que des Jeep Avenger. Alors, mais je pense que ça commence à arriver. C'est un produit qui est plus récent sur la gamme là-bas que le Jeep Avenger. J'ai vraiment été... beau petit look, formule parfaite. Tu sais, je me dis, chez nous, c'est un produit qui pognerait énormément. Je suis assez d'accord. Mais non, chez Jeep, on préfère garder des Grand Cherokee L à 84 000 $ qui dorment dans la cour des concessionnaires. Ça, c'est une stratégie brillante, là. Des Grand Wagoneer, puis des Grand Cherokee L, puis des Wrangler à 85 000. C'est ça qu'il faut vendre. C'était beau sur papier. Ça va tellement bien qu'à tel point qu'il commence à y avoir des rumeurs qui circulent sur le non-renouvellement du contrat de Carlos Tavares à la tête de Stellantis. Ça marche pas, là. Ça grogne d'un peu partout, spécialement dans l'Amérique du Nord. Ça fonctionne pas. Écoute, ça va vraiment mal du côté de chez Stellantis en ce moment. Tu passes devant les concessionnaires, ils n'ont plus rien. Tu sais, quand tu dis une clientèle, là, qu'est-ce qu'on achète au Québec? On achète des VUS compacts, des VUS intermédiaires, de l'électrique, un peu de voiture. Alors, il n'y a rien dans le catalogue de Stellantis actuellement. T'sais. On a des Ram à 80 000 $, des Grand Cherokee, des Grand Wagoneer, des Wagoneer, des Jeep Wrangler, qui est un produit niché où les ventes sont en chute libre en ce moment, et des Gladiator à 85-90 000 la copie, qui ne sont pas assurables parce qu'un sur 4 est volé. Des Dodge Hornet qui tombent en pièces. On a vraiment des problèmes de fiabilité. Alors ça, c'est un autre truc. Tu m'amènes sur ce terrain-là. Le Dodge Hornet, là, c'est un flop monumental là, sur le marché nord-américain. On s'entend là-dessus. Ouais. Et l'Alfa Romeo le Tonale se vend à peu près 3 fois moins que le Hornet sur notre marché, mais il y a 4 concessionnaires alors qu'il y a 200 concessionnaires Dodge. Fait que, on peut... en ce qui me concerne, Alfa Romeo a un hit puis Dodge a un flop. Ouais. Mais aller du côté de l'Europe, le Tonale est partout. Il y en a énormément, ça aussi, sur les routes. Bon, tu vas me dire que j'ai passé une partie de mon voyage en Italie. C'est ça que j'allais dire, parce que moi, là où j'étais, j'en ai pas vu un seul pendant 2 semaines. J'en ai vu énormément. Évidemment, ce sont tous des hybrides rechargeables. Oui. C'est le modèle qui a du sens. Comme quoi, la façon de vendre un produit, de le commercialiser, de l'amener sur le marché, ça a une tonalité bien différente. Ici, Alfa Romeo... tonalité! Hein? Ben oui, c'est ça. C'est dans tes notes. Hey. Tu sais que j'aime ça faire des jeux de mots, puis celui-là, j'y ai même pas pensé, tu vois. Ça prouve que je suis un peu grippé. Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais du côté de l'Europe, puis le paysage automobile là-bas me fascine chaque fois que j'y vais. Mais la Renault 5, ça a été vraiment un coup de cœur. Puis bordel, il faisait le lancement pendant que j'étais sur place. Tu veux nous parler, Louis-Philippe, en terminant le segment, de Toyota qui, pour une raison curieuse, décide d'abandonner le nom Prime pour ses hybrides rechargeables. Ben oui, les changements primes chez Toyota avec les hybrides, en fait, c'est raison curieuse. Dans la paperasse qu'on soit de Toyota, HEV et PHEV, c'était un peu ça qu'on voyait tout le temps. Toyota veut
enlever un peu la confusion là, qui vient avec le nom Prime pour que le monde comprenne que HEV, ça va être l'hybride traditionnel, et PHEV, c'est l'hybride en fichable. Donc, le mot Prime va disparaître là, du catalogue RAV4 et puis Prius. Donc, n'était là que pour deux produits. Il y en a pour deux produits, oui. Mais c'est deux va... produits extrêmement populaires. Puis, ben, je pense que la question revenait tout le temps, Prime, etc. Nous, on le sait c'est quoi, mais je pense qu'on veut montrer hybride et hybride en fichable parce que, justement, la discussion se fait sur ce type de véhicule-là en ce moment, puis on veut pas que les gens soient confus là, du côté de chez Toyota. Bon, et puis de toute façon, on sait qu'on va multiplier l'offre des hybrides rechargeables dans les prochaines années. Toyota, c'est le temps de faire ça en ce moment. Oui, puis Toyota est à fond dans l'hybridation. Écoute, mène le bal. J'étudiais le catalogue Toyota. Il en vend aux autres constructeurs, on va en parler tantôt. Oui, mais tu sais qu'on a 20 gammes de modèles chez Toyota, chez nous, offertes au Canada actuellement, et 18 de ce nombre proposent des versions hybrides. Les deux seuls véhicules qui ne proposent pas de version hybride, c'est la Toyota GR86, qui est une Subaru, et la Toyota GR Supra, qui est une BMW. Sinon, on a de l'hybride partout. Alors, c'est vous dire à quel point le pari de Toyota a été gagné. Ce qu'ils nous avait promis il y a 10 ans, on n'y croyait pas. Ouais. Tous nos véhicules vont avoir de l'hybridation. Ben, aujourd'hui, c'est chose faite. Et les choses commencent à prendre encore plus de sens avec les véhicules électriques, le ralentissement, un peu, la technologie hybride peut resplendir de tout feu. On parle d'ailleurs de véhicules hybrides au retour de la pause. Le guide de l'auto. Messieurs, on va parler évidemment des constructeurs qui ont une proposition attrayante dans les véhicules hybrides. Bon, évidemment, on va finir avec Toyota, où là, c'est d'une évidence, on lead le marché. Mais il y a d'autres constructeurs auxquels on ne pense pas nécessairement. Et la technologie hybride, il faut peut-être le rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça date de 25 ans. En fait, chez nous, parce que ça a même commencé dans les années 90, mais chez nous, les premiers véhicules hybrides sont arrivés en fin d'année 1999, début 2000. C'était la Honda Insight et la Toyota Prius. C'était des véhicules qui avaient une technologie différente, c'est-à-dire que chez Toyota, à l'époque, on avait un moteur électrique assisté d'un moteur à essence, et chez Honda, c'était l'inverse, c'est-à-dire que le moteur à essence était toujours en fonction avec cette technologie qu'on appelait Integrated Motor Assist, où là, tu avais un électrique qui venait pallier. C'était la différence entre un hybride parallèle et un hybride série. C'est ça. Mais évidemment que cette technologie-là de chez Honda, elle est disparue aujourd'hui, et tout ce qui est hybride ressemble à ce que Toyota avait lancé au début de l'année. Et je veux commencer par parler de Ford, qui a été un des premiers à offrir un VUS hybride sur notre marché. Ford est arrivé avec l'Escape en 2000. J'ai envie de te dire 2005, avec une technologie hybride qui n'était pas particulièrement impressionnante, mais c'était pas mal quand même. C'était quand même pas vilain. Les taxis new-yorkais l'ont utilisé beaucoup. Puis c'était essentiellement un Escape qui roulait à 8 litres au 100 plutôt qu'à 12. Alors, pour l'époque, c'était quand même bien. Et aujourd'hui, tu sais quoi, l'Escape est un produit qui a perdu beaucoup de popularité. Et je m'explique mal pourquoi on n'exploite pas davantage la technologie hybride qu'on retrouve dans le Ford Escape, par exemple dans le Bronco Sport, qui pourrait s'y trouver, mais de façon magnifique. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, l'Escape a une proposition intéressante avec la technologie hybride, mais on a aussi dans la camionnette Maverick la possibilité d'avoir cette motorisation hybride, et désormais avec le rouage intégral. Oui, parce qu'avant, c'était seulement les roues motrices avant pour le Maverick qui venait avec la technologie hybride. Mais si vous cherchez un VUS compact ou une camionnette qui roule avec le moins d'essence possible, le Maverick et l'Escape, c'est un des meilleurs. L'Escape roule à moins de 6 litres au 100. On peut l'avoir en traction, en rouage intégral, mais ça consomme très peu. Et c'est une technologie qui est franchement convaincante. Après ça, je vous recommande un traitement anti-rouille, parce que les Escapes, ça demeure des véhicules sensibles à la corrosion. Et oui, vous pouvez traiter un véhicule hybride à l'anti-rouille.
Hein, Non. Oui, c'est Ouais. possible de le Ça faire. Même si n'endommage votre pas les concessionnaire vous composantes. dit que vous pouvez pas, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Mais pensez au Ford Escape parce que c'est vraiment un produit dont la technologie est au point. Après ça, il y a Hyundai qui a promis tout récemment qu'on allait multiplier les offres de technologie hybride. Oui, on en parlait. On l'a dans le Tucson, mais la nouveauté cette année, c'est du côté du Santa Fe. Un des seuls VUS à 7 passagers avec un format quand même assez imposant, à offrir une technologie hybride qui est non seulement convaincante par son rendement, mais qui te permet de rouler à 7 litres au 100 avec ta famille au complet, ton chien, puis ta tante roulotte. Si tu as ta tante roulotte, ça se peut que ça consomme un peu plus, mais... Beaucoup de progrès là, du côté des Coréens c'est un véhicule franchement convaincant, au point où je ne considérerais jamais acheter un Santa Fe à essence traditionnelle, même s'il y a un peu plus de puissance. Puis c'est le mandat, c'est le constat que je fais depuis quelques années. C'est que quand tu regardes l'offre d'un constructeur automobile, puis que tu as l'offre d'un moteur à essence traditionnel ou d'un hybride, même si l'hybride coûte un peu plus cher, et même si tu fais juste un calcul mathématique financier sans considérer l'agrément supplémentaire et la puissance supplémentaire que tu vas aller chercher avec un hybride, tu gagnes toujours au change. Oui. Alors, à la revente aussi. Il y a de moins en moins d'intérêt. Il y a de moins en moins d'intérêt de choisir le moteur à essence traditionnel. Puis on va y revenir avec les prochains produits. Là. Tu vois, du côté de chez Kia, on n'a pas de Sorento hybride, on n'a pas de Sportage hybride. Éventuellement, ça va arriver parce qu'on va multiplier l'offre, c'est sûr. On a abandonné même certains hybrides rechargeables du côté de chez Kia, ce qui est un peu décevant parce qu'on avait des technologies intéressantes, mais trop peu disponibles pour nos marchés. Mais le produit... pour ceux qui veulent avoir un véhicule frugal chez Kia, c'est le Niro. Là. Puis je parle pas du Niro électrique. Les gens, je pense que la stratégie marketing de Kia à ce niveau-là est pas bonne. C'est que lorsqu'on pense au Kia Niro, on pense automatiquement à l'électrique, puis on oublie qu'il existe aussi un hybride qui roule à 4,5 litres au 100. Alors c'est vraiment une petite voiture super intéressante, bien garantie, bon format, prix raisonnable. C'est une des hybrides les plus convaincantes du marché. Et une autre qui est convaincante pour moi, c'est la nouvelle Civic. Là. Vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. Oui. Tu sais, tu as la puissance d'une Civic SI. Tu n'as peut-être pas la sportivité d'une Civic SI, mais tu as la puissance d'une Civic SI pour une consommation réduite de 30% avec un équipement à la fine pointe. Et c'est une voiture dont le coût de possession à long terme va être tellement faible. Ouais. Ça roule à 4,9 litres au 100 en moyenne combinée. Et ça, c'est un bon exemple de dire que ça rend la Civic à moteur thermique pas intéressante, obsolète là, pratiquement, parce qu'elle l'était moins intéressante, elle a perdu du terrain, elle coûtait très cher, là, 27 000 pour une Civic. On n'est plus dans les temps de la Civic qui était abordable. Ça lui prenait quelque chose comme ça. On va en parler de d'autres constructeurs que ça leur prenne quelque chose comme ça, justement, pour survivre. Là. Chez Honda, ce qui est un peu dommage, c'est que pour le moment, si tu veux une Civic hybride, tu es obligé d'aller minimalement dans la Sport ou la Sport Touring. Tu peux pas avoir un modèle d'entrée de gamme hybride, comme c'est le cas du côté de chez Toyota, par exemple. Alors ça, c'est la déception, mais on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, on multiplie les offres d'hybrides, puis on annule les moteurs d'entrée de gamme. Les prix vont venir avec, mais calcule ça comme tu voudras. Une Civic Sport versus une Civic Sport hybride, t'as à peu près 3 000 $ de différence. Tu consommes 30% moins, tu as plus de puissance, tu as une valeur de revente qui est de loin supérieure. Mais encore là, il y a la discussion aussi que dans les constructeurs, par exemple, le CR-V hybride, il consomme quand même beaucoup là, pour un véhicule hybride comparativement au CR-V à tu es à 2 litres au 100 de moins. Relativement, par exemple, avec la Civic ordinaire et la Civic hybride versus le CR-V ordinaire, le CR-V hybride, le changement est moins grand. C'est un véhicule, c'est toute la même motorisation. Que tu prennes l'accord, le CR-V ou la Civic, tu as la même motorisation à quelques chevaux près, et c'est évident qu'un moteur hybride va travailler plus fort dans un CR-V que dans une Civic. C'est sûr que la formule dans la Civic, elle est géniale. Puis dans le CR-V, on est peut-être un petit peu plus limite, mais ça demeure un produit super convaincant. Là. Mazda est un constructeur qui plonge finalement dans l'hybride, mais non pas sans aide, parce que le CX-50 arrive ces jours-ci chez les concessionnaires en version hybride. Puis il faut comprendre le mariage
entre Mazda et Toyota. Le CX-50 va utiliser essentiellement la motorisation hybride du RAV4. On va peut-être perdre un peu en plaisir de conduire par rapport à ce qui est un CX-50 à moteur turbo. Là. On s'entend là-dessus. Mais n'oublions pas que le CX-50 est fabriqué à la même usine américaine que la Toyota Corolla Cross. Alors, il y a un mariage de plus en plus grand entre Toyota et Mazda pour de l'échange de technologies, c'est un partenaire d'affaires de plus en plus important. Ça fait déjà longtemps que sur certains marchés, il y a des Mazda rebadgés Toyota, il y a des Toyota rebadgés Mazda. En fait, si vous allez en Europe, la Mazda 2, c'est une Yaris hybride. Exactement. Et ironiquement, c'était l'inverse il y a quelques années chez nous. C'est-à-dire que la Toyota Yaris vendue chez nous, c'était une Mazda 2. Alors, qui était une vraie Mazda à cette époque-là. Voilà. Alors, si aujourd'hui, Mazda décidait de vendre une Mazda 2 chez nous, ça serait une Yaris. C'est sûr. Ça serait très drôle. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que oui, il y a de l'échange de partenariat entre les deux constructeurs de plus en plus. Et le CX-50, je pense, va connaître un nouvel essor à cause de cette motorisation-là. Parce que, on va se le dire, là, un CX-50, ça ne se vend pas autant qu'on ne l'aurait souhaité. Non. Mazda continue de vendre plus de CX-5. Et je pense que ça va être la plus-value pour que les gens passent au CX-50. Reste à voir quel en sera le prix. Là. Ça va être dévoilé dans les prochains jours. Mais ça va être un produit assez intéressant. Et un autre constructeur qui fait appel à la technologie de Toyota, c'est Subaru qui va arriver prochainement avec le Forester hybride. Alors, de ce côté-là, ça va être différent parce que là, on va conserver la motorisation à plat, donc le moteur à plat de Subaru, mais on va intégrer la technologie hybride de Toyota sur ce produit-là. Et je pense que c'est le premier d'une grande série de véhicules à en bénéficier parce que on peut imaginer que l'Outback va être éventuellement offerte en hybride et que là, ça va permettre à ce produit-là, justement, d'élargir encore plus son bassin de clientèle. Ça va être... Moi, j'ai hâte de voir la dynamique entre la motorisation Subaru et la technologie hybride parce que jusqu'ici, il y en a eu de la technologie hybride offerte chez Subaru qui provenait de chez Toyota dans la Crosstrek. C'était pas particulièrement convaincant. Alors, puis les moteurs thermiques consomment tellement là, pour la puissance qu'ils offrent, pour les performances qu'ils offrent. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on est capable de retrancher avec la technologie hybride de Toyota. Là. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer sous silence Toyota Lexus. Tantôt on a parlé de Ford. On a un peu oublié de parler de Lincoln aussi, qui a de l'hybride intéressant dans le Corsair et dans le Nautilus. Mais là, il faut aussi parler de Toyota et de Lexus parce que le catalogue Toyota Lexus regorge de propositions hybrides, parfois au service de la performance, c'est-à-dire que si tu regardes des camions, Land Cruiser, Tacoma, le nouveau 4Runner, le Tundra, évidemment, il y a de l'hybridation, mais au service de la performance plus que pour la réelle économie de carburant. Ça fait quand même en sorte qu'on a un rendement énergétique alléchant, mais en contrepartie, c'est pas des véhicules qui consomment très, très peu. Oui, puis c'est des véhicules qui travaillent aussi, on doit remorquer, etc. Donc la différence est moins ressentie là, que dans un... Mais on a amené cette année une Camry 100% hybride. La Prius, qui est hybride ou hybride rechargeable, forcément. Corolla Cross. Les offres se multiplient dans l'hybride. Le RAV4, il n'y a pas de raison d'acheter un RAV4 à essence traditionnelle, si ce n'est que vous allez l'attendre moins longtemps. Parce que le consommateur qui achète un RAV4 puis qui roule 20 000 km par année, il a rentabilisé le coût supplémentaire. Juste avec le coût du carburant, il l'a rentabilisé en 2 ans et demi, 3 ans. Puis là, tu as plus de performance, tu as un véhicule plus silencieux, plus confortable, meilleure valeur de revente. Il n'y a aucune raison d'acheter un RAV4. En fait, le 2.5 commence à être un peu archaïque chez Toyota. On a tiré pas mal tout ce qu'on pouvait. Puis tu sais, c'est passablement plus bruyant, c'est moins intéressant, ça demande... Pas que ça demande plus d'entretien, mais c'est une mécanique qui a fait son temps, j'ai envie de dire. Là, alors que elle n'est plus à la fine pointe de la technologie. Le mariage avec l'hybride, c'est tellement génial. Puis vous n'êtes pas obligé d'aller au Prime là, ou au PHEV. mais le RAV4 hybride à 6 litres au 100 en 4 roues motrices, oui, ça prend des bonnes assurances, là, mais c'est un véhicule franchement convaincant. Puis on comprend pourquoi ça se vend encore autant, même si ça fait quand même... On entame la 6e année de commercialisation de ce même modèle-là chez Toyota, sur lequel on n'a pas fait beaucoup de changements. Donc, attendez-vous à ce que la technologie hybride de Toyota se multiplie
non seulement dans la gamme Toyota, mais à travers d'autres constructeurs aussi. Ouais. Puis, il y a d'autres constructeurs qui n'auront pas d'autre choix que de suivre la parade. Là. Oui. Comme, par exemple, on disait dans les nouvelles, là, juste ce matin, que Jeep envisage des hybrides traditionnels. C'est drôle qu'on parle de ça. Ça fait 25 ans que la technologie est là, c'est éprouvé. Allô? on revient en arrière. Il y en a qui ont poussé à fond dans l'électrique, puis là, ils réalisent, ouais, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. On va peut-être revenir sur nos décisions. Puis des constructeurs comme Mercedes, par exemple, avec le nouveau GLC 350e enfichable, qui est rendu, OK, la batterie est grosse, là, puis c'est Mercedes, ça va coûter une fortune, mais on est rendu quasiment à 90 km d'autonomie sur la puissance électrique. Donc, ça devient de plus en plus important dans la décision d'achat de gens qui ont un peu d'anxiété sur, sur cette autonomie-là, toute électrique. Ben, je te dirais déjà, avec 90 km d'autonomie électrique, tu couvres 90% de tes besoins quotidiens puis et là, plus. Ouais. Donc, puis là, il y a deux écoles de pensée. Là, tu vas faire des économies d'essence. Il y a deux écoles de pensée aussi. Comment pèse la motorisation thermique dans un GLC que tu traînes avec ta puissance électrique, ou est-ce que tu pousses une puissance électrique avec un moteur thermique, etc. Donc, ça, c'est un gros débat dans l'industrie. Mais moi, je trouve que les hybrides enfichables, là, moi, en ville, là, tu pourrais ne pas aller à la station-service pendant 2 mois. Là. C'est avec ce genre de... Ben, une Prius traditionnelle, hybride, non enfichable, que tu roules en ville, tu es capable de rouler à 4 litres au 100. Et c'est fiable et ça coûte rien en entretien. Ouais. Alors que de l'hybride rechargeable, tu as beaucoup plus de technologie. De l'électrique, ça demande un équipement pointu. On n'est pas encore complet. Tu sais, tu peux t'acheter une Civic hybride demain matin et avoir une tranquillité d'esprit. Tu sais que ça va marcher pendant 20 ans puis que ça va te coûter une poignée de change à rouler par année. Alors que l'électrique ou l'hybride rechargeable, oui, tu as ce gain en énergie, ça coûte moins cher à rouler. Il y a beaucoup plus de composantes dedans. Puis, tu sais, je veux dire, à 4 litres au 100, là, pense-y comme tu voudras, le litre est à 1,50 $. Mais là, à 2 piastres, c'est 8 $ du 100 km. Ça va. C'est gérable. Ouais. C'est gérable. On n'est pas dans des moteurs qui roulent à 12 litres. Là. On est vraiment pas là. Alors, je pense que c'est une technologie qui est appelée à gagner en popularité, même si les gouvernements souhaitent le contraire. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, lorsque Ford a lancé en 2015 sa Mustang avec son moteur 4 cylindres turbo, je me suis tout de suite demandé pourquoi on n'avait pas baptisé cette version-là la SVO. Parce que ça me rappelait évidemment cette Mustang qui a été lancée au début des années 80 et qui n'a pas connu de succès, mais qui aujourd'hui est une sérieuse curiosité. Oh oui, exactement. Quand on vous dit Mustang, vous pensez immédiatement V8. Mais dans la première moitié des années 80, la Mustang la plus performante était dotée d'un 4 cylindres, mais avec un petit truc en plus, comme tu viens de le dire, un turbo. Bon, et cette voiture-là est arrivée de façon discrète sur le marché, mais le moteur turbo a été lancé quand même assez au début de cette génération-là. Exactement, dès 79, pour le passage à la génération sur la plateforme Fox, il y a un moteur turbo. Les constructeurs américains voient dans cette technologie une réponse aux normes de consommation CAF plus restrictives. La motorisation de la Mustang est basée sur le 2,3 litres Lima, du nom de son usine de fabrication à Lima dans l'Ohio, et inaugurée dans les Pinto et Mustang 2 en 1974. Sur le papier, le bloc turbo offre une puissance similaire à celle du V8 de 5 litres, 131 chevaux contre 140, tout en baissant la consommation et en améliorant la tenue de route grâce à un poids réduit sur le train avant. Dans les faits, ce moteur s'avère manquer de raffinement par la faute d'une alimentation par carburateur et d'une gestion mécanique de la pression de turbo, ainsi que faire preuve d'une fiabilité parfois douteuse. Après avoir vu monter la puissance à 150 chevaux pour les millésimes 80 et 81, le bloc turbo est retiré du marché en 82 pour être profondément retravaillé. La même année, le V8 5 litres fait son retour sous une forme high output de 157 chevaux et ce fait-là va avoir une importance significative plus tard. En 1983, le moteur de litre 3 turbo revient, mais cette fois-ci avec une injection électronique et c'est dans ce contexte qu'arrive une Mustang sous adrénaline développée par le speed shop interne de Ford. Bon, comment s'appelle la division qui s'est occupée de tout ça? La SVO, vous l'aurez deviné.
Cette division est fondée en 1981 et veut dire Special Vehicle Operations. Le but de SVO est de gérer les programmes de course, la distribution de pièces de performance et de créer des véhicules de route en utilisant les apprentissages de la piste. C'est l'ancêtre de la SVT. Finalement. Exactement. Cette division est gérée par Michael Cranefoss et une précédente édition limitée avait montré le potentiel du moteur turbo dans la Mustang McLaren M81, rien à voir avec le fabricant anglais de supercar. Ce véhicule venait avec 175 chevaux, des ailes surgonflées, des roues BBS, des sièges Recaro, mais son prix de $25,000 à l'époque, soit 5 fois celui d'une Mustang classique, restreindra sa production à 10 exemplaires. Pour la SVO, des premiers prototypes courent sur piste en 82 et 83, avant la présentation au grand public pour le millésime 84. Et c'est quoi la place de la SVO dans la gamme Mustang en 84? Parce que peu de gens se souviennent de ça. Là. Exactement. Alors, on va regarder un peu la gamme Mustang. Cette année-là, il n'y a pas moins de 6 motorisations. Le 4 cylindres de litre 3 de base, 88 chevaux. Le V6 3 litres 8, 120 chevaux. Le V8 5 litres à injection électronique de 165 chevaux. Le V8 5 litres à chaud avec carburateur 4 corps, 175 chevaux. Le 4 cylindres de litre 3 turbo, 145 chevaux. Et finalement, le 4 cylindres de litre 3 turbo unique à la SVO qui développe 175 chevaux. Si la SVO n'est pas plus puissante qu'une GT High Output, elle possède d'autres atouts sur la route. Ses concepteurs l'ont intentionnellement voulu capable d'enrouler les virages à l'européenne. Ouais. Et pour cela, elle peut compter sur des épures de suspension revues, des amortisseurs Koni réglables en 3 positions aux 4 roues, 2 amortisseurs quasi verticaux additionnels sur l'essieu arrière afin d'assurer la stabilisation à partir de décembre 83, une barre anti-roulis plus épaisse, un boîtier de direction plus direct provenant de chez TRW, 4 freins à disque provenant de la Lincoln, la Mark 7, des roues de 16 pouces montées sur des Goodyear NCT. Par rapport au 2 litres 3 classique, le moteur de la SVO reçoit une injection recalibrée, un échangeur RR, contrôle électronique de pression du turbo Air Research T03. Un sélecteur sur la console centrale permet d'ajuster le souffle du turbo en fonction de la qualité de l'essence. Avec de l'essence premium, l'ordinateur EEC4 autorise jusqu'à 14 PSI de pression, alors qu'avec de l'essence ordinaire, la pression est limitée à 10 PSI. La boîte de vitesse n'est pas en reste puisqu'il s'agit d'une Borg-Warner T5 qui bénéficie d'une tringlerie et d'un levier Hurst. Aucune boîte automatique est disponible et l'essieu arrière glissement limité offre un rapport de 3,45 pour 1. Et la voiture est passablement différente aussi sur le plan esthétique des autres Mustangs. En ce qui me concerne, c'est la plus belle de l'époque. Là. Et oui, et c'est facile de la reconnaître parce qu'elle possède une calandre, des roues et des feux arrière spécifiques. Elle aurait dû avoir des phares affleurants à l'avant dès son lancement, mais la législation américaine ne les autorisait pas encore, d'où ces affreux phares reculés qu'on retrouve sur les premiers modèles. À l'arrière, on retrouve un aileron double en polycarbonate, une idée copiée à la Syrah XR4i européenne, la future Mercury XR4 TI, mais un aileron simple reste disponible en option. Le capot est orné d'une entrée d'air additionnelle pour alimenter les échangeurs et 4 couleurs de carrosserie sont disponibles. L'intérieur est lui aussi revu. Il est uniquement offert en gris. Les sièges fournis par Lear Sigler ont un soutien latéral renforcé et un support lombaire ajustable. Le tableau de bord possède une jauge de pression et le compteur de vitesse n'est gradué que jusqu'à 85 000 à l'heure, conformément à la loi américaine de l'époque, mais l'aiguille peut se rendre jusqu'à 140 000 à l'heure. Le volant de gainier de cuir est inclinable de série et même les pédales sont revues pour favoriser le talon pointe. Un système audio premium fait partie de l'équipement de base et les seules options sont les vitres électriques, la condamnation centrale, la climatisation, les sièges en cuir et le toit ouvrant. Je me souviens qu'à l'époque, pour avoir lu des magazines, c'était une voiture, tu sais, on honorait, on glorifiait cette voiture-là, on la comparait, par exemple, à la Camaro de l'époque qui n'était pas capable de suivre. Les performances étaient à l'européenne. Il y avait beaucoup d'éloges sur la Mustang SVO et pourtant, ça ne s'est pas vendu. Ben oui, tu as raison. La presse américaine et canadienne est unanime pour reconnaître les qualités routières de la SVO. Le moteur est aussi apprécié, mais tous le trouvent un petit peu bruyant hors régime. Les chiffres de performance sont bons, pour l'époque, le 0 à 60 en 7,7 secondes et le quart de mille en 15,8 secondes. Le magazine Road & Track considère qu'il s'agit, et je cite, probablement de la meilleure voiture pour l'amateur de conduite jamais produite par l'industrie automobile américaine.
C'était peut-être un peu... par l'auto... En 84. Oui, c'est ça. mais quand même, si tu regardes ce qu'il y avait sur le marché à l'époque, tu sais, une voiture de performance américaine, c'était quoi? Il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Les Camaro étaient encore avec des V8 à carburateur. Il y avait... On sortait de malaise era, on sortait d'un âge noir de l'automobile et on recommençait à avoir enfin des châssis et des moteurs qui étaient un peu à la hauteur. Ouais. Et oui, c'est effectivement un énorme compliment, mais un petit peu bancal. Bon, en fait, malgré ce concert de louanges, Ford n'atteint pas, comme tu l'as dit, ses objectifs de vente qui étaient de 10 000 exemplaires par année et seulement 4 508 SVO sont produites en 84. Il faut dire que l'auto n'est pas donnée. Elle coûte plus de 19 000 $ canadiens contre presque 12 000 pour une Mustang GT de 165 chevaux, moins agile, certes, et moins équipée, mais quand même beaucoup moins cher. Enfin, le réseau ne semble pas très apte à vendre ce nouveau type de Mustang. Qu'importe, Ford continue pour le millésime 85. Bon, il y a eu des changements en 85, les phares, entre autres, qui ont été redessinés, où là, ça donnait un look peut-être un peu plus homogène à la voiture. Voilà, alors là, ça se passe en deux parties. Premièrement, il y a les changements du millésime 85 habituels. Direction plus directe, rapport de pont modifié, nouvelles couleurs, équipement enrichi, vitres électriques, la condamnation centrale et la climatisation viennent de série, et des pneus Goodyear Gatorback. Les performances évoluent à peine, 0 à 60 mph 1000 à l'heure en 7,6 secondes, et le quart de mille en 15,7 secondes. Mais c'est dans la deuxième partie du millésime 85 que là, ça se passe. En avril 85, la SVO subit d'importantes modifications. Le moteur est profondément revu, nouveau collecteur d'échappement, nouveau turbo refroidi par eau avec pression montant jusqu'à 15 PSI, plus gros injecteur, ordinateur d'injection reprogrammé et échappement double. La puissance passe de 175 à 205 chevaux et donc l'embrayage est renforcé. Les chiffres de performance sont en progrès, 0 à 100 en 7,3 secondes et quart de mille en 15,3 secondes. Alors comme tu le disais, à l'extérieur, les phares affleurants sont enfin installés. Malgré cela, malgré toutes ces améliorations, les ventes ne sont toujours pas en rendez-vous. Seulement 1515 exemplaires pour les véhicules millésime 85 et 439 exemplaires pour les 85 et demi. Ah ouais. Entre-temps, la GT V8 High Output a vu sa puissance passer à 210 chevaux et la GT V8 265 chevaux conserve encore son avantage de prix, 12 800 $ canadiens contre 19 400 pour une SVO. Quant au moteur turbo de 145 chevaux de base qui existait, il a, à ce moment-là, tout simplement disparu de la gamme. Fait qu'essentiellement, le plus gros ennemi de la Mustang SVO, c'était la Mustang GT. Exactement. Ouais. Et la situation ne va pas s'arranger en 1986, puisque le V8 de base à injection disparaît et que la HO troque son carburateur pour une injection électronique, 200 chevaux, et devient le seul V8 proposé. La SVO voit sa puissance passer à 200 chevaux pour mieux s'accommoder d'une essence de mauvaise qualité, mais les performances n'évoluent pas. Le troisième feu stop est ajouté et 8 couleurs sont alors disponibles. Les prix évoluent peu au Canada et sont toujours en faveur de la V8, 13 700 $ contre 20 300 pour la SVO. Ah ouais. Pourtant, les ventes remontent quand même assez significativement avec 3 382 exemplaires. Mais c'est trop peu, trop tard, et Ford s'apprête à lancer en 1987 une Mustang restylée avec un V8 encore plus puissant qui développera à ce moment-là 225 chevaux. Logiquement, la SVO n'a pas réussi à trouver son public et Ford choisit de passer à autre chose. Et comme tu le disais, la boucle est bouclée. Il faudra attendre 2015 pour retrouver un moteur turbo 4 cylindres sous le capot d'une Mustang. Voilà. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Antoine, tu as essayé un véhicule très bon marché cette semaine, la Mercedes AMG S63E Performance, parce que ça prend un livre, un speech pour être capable de dire les noms et les nomenclatures maintenant chez Mercedes, mais un véhicule quand même d'exception hybridisé. Là. Écoute, je vais te faire une mise en contexte parce que l'essai de cette voiture-là arrive au moment où je me suis personnellement acheté une Mercedes qui coûtait une fortune à l'époque. J'ai pris possession hier d'une CL55 AMG 2003. Okay. C'est une voiture qui se vendait 150 000 $ en 2003 et que j'ai payé à 36 000 au compteur 19 000 $.
Alors, bonjour la dépréciation. Mais non. C'est le sujet de l'heure. Elle est pratiquement comme neuve et elle a, si tu la mets en kilomètres, un peu moins de 60 000 kilomètres au compteur. Alors, j'essaie cette même semaine une S63 AMG e-Performance de 258 000 $. Et là, j'exclus à ça les taxes de luxe qui sont de 25 000 $ et des poussières. Sur 125 000. C'est 10 % du 258 000 $. Fait que c'est 25 800 $ de taxes de luxe. Ça fait qu'il faut que tu ajoutes ça à la facture. Puis, je me suis posé la question, mais quel est l'objectif pour Mercedes-Benz de pousser la performance à sa limite dans une classe S qui se veut un modèle de confort, de raffinement, une voiture qui veut t'isoler du monde extérieur parce que le confort est ahurissant. Là. Ah ouais. C'est un peu moins vrai dans une S63 e-Performance que dans une Maybach, là, évidemment, parce qu'on a retravaillé les suspensions pour que ce soit vraiment performant. Mais on a ajouté au moteur V8 4 litres biturbo de 603 chevaux, un moteur électrique qui permet d'aller chercher une puissance maximale combinée de 791 chevaux. Donc, si tu regardes en chevaux européens, tu es à 800 chevaux pile et tu as 1055 livres-pieds de couple livrés à 1400 tours minute. Ouais. Ça, c'est autant de couple que dans un Ford F350 Super Duty avec le moteur Power Stroke High Output. Pense-y, là. C'est ça. Alors, tu es capable de remorquer le stade olympique avec j'exagère, là, mais tu sais, cette voiture-là t'offre tellement de puissance, ça n'a aucun sens. Et là, j'ai étudié, malgré le peu de temps que j'avais, là, j'ai essayé d'étudier le maximum de fonctions qu'il y a là-dedans parce que c'est interminable. Les modes de conduite, c'est par dizaines. Ça en est ridicule. Et il se décline encore et encore. Tu peux jouer paramétrer, penser, bon... Puis la seule chose que j'ai pas pu utiliser, c'est le launch control parce que la voiture est tellement récente qu'elle n'a pas terminé sa période de rodage, donc ne peut pas utiliser le launch control. Mais une fonctionnalité qui va être utilisée beaucoup par les propriétaires de classe S. Bien sûr. Évidemment, à chaque feu rouge. J'ai avec vu, le passager en arrière. Tu sais, c'est 3,3 secondes pour le 0-100 km/h. C'est 290 km/h en vitesse de pointe. C'est limité à 250 chez nous là, pour les lois, mais c'est une fusée, c'est un navire amiral qui accélère, qui est beaucoup plus rapide qu'une Audi S8, qui est beaucoup plus rapide qu'une i7 M70i, excuse-moi. Alors, tu sais, c'est dans ce créneau de voiture-là, qu'est-ce qu'il y a d'équivalent? Peut-être une Panamera Turbo S Hybrid. Turbo S Hybrid. Qu'on se demande aussi pourquoi qu'on va mettre toute cette technologie-là dans la Panamera. Chez Mercedes, en fait, le choix est tellement bon. Là. Chez Mercedes, on a décidé qu'on ne voulait plus se faire damer le pion en matière de performance. Puis, comme on n'est pas les meilleurs en matière de maniabilité, de handling, de conduite, c'est pas sur ce genre de voiture-là que tu vas t'en rendre compte. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour prendre une voiture de 2600 kilos puis garrocher ça dans un virage avec une stabilité extraordinaire? Les gens le feront pas. Mais je peux te dire que c'est une voiture qui est capable de prouesses extraordinaires. Tu peux acheminer 100% du couple à l'arrière, donc ça devient une propulsion. Sauf que, à la lumière de cet essai-là, puis malgré le fait que j'ai été bien impressionné par l'habitacle, le confort, tout ce que tu peux avoir, le mode limousine pour le passager arrière, tout ce que je vois quand je regarde cette auto-là, c'est une auto qui va perdre 30 000 $ de valeur par année. Là. Ça va coûter une voiture à chaque année. Minimum. C'est la dépréciation. Et là, moi, je viens d'acheter un CL55 qui, en quelque sorte, est peut-être l'équivalent de cette voiture-là il y a 20 ans. Parce que si ça avait été une S55, ça aurait été la même chose. Absolument. Et j'ai payé ça une pécadille. Puis je veux dire, si la voiture que j'ai achetée avait eu du kilométrage, avait eu 150 000 km, elle vaudrait peut-être 10 000 $. Oh oui, c'est parce que sérieusement, une Mercedes dans cette catégorie-là, une Mercedes de 20 ans, déjà roulante et en bon état, c'est déjà très rare. Tu regardes toute la quincaillerie qu'il y a sous cette voiture-là, puis tu te dis, mais c'est sûr que ça va mal vieillir. Mais puis la technologie... c'est pas fait pour. C'est des voitures qui sont là pour être parfaites pendant 5 ans,
pour le propriétaire original. C'est ça. Et après, débrouillez-vous, les gars, on s'en fout. Ben, Ça, c'est le message de Mercedes. Débrouillez-vous, les gars. Payez l'entretien, payez les pièces. Et la technologie go, go, a coûté tellement cher à Mercedes à développer. Puis c'est pour ça qu'on l'offre partout dans la gamme SA Performance. Parce que justement, il faut la monétiser, il faut payer ce développement-là. Puis dans cette classe-là, ça va à l'acheteur qui a. Donnez-moi le meilleur. Donne-moi le plus c'est exactement possible, ça. Moi, je discutais avec des gens de Mercedes il y a quelques années. Les gens rentraient à l'époque, il n'y avait pas encore de Maybach, ils rentraient chez le concessionnaire, des gens de 65, 70 ans qui disent donne-moi la meilleure. Les mecs repartaient avec une AMG alors que c'est pas ça qu'il leur fallait du tout. Absolument. Ils avaient une 550 ou une 600 avec un pack AMG extérieur. La classe S, moins vendue. Et bon, évidemment que c'est pas un créneau où il y a énormément de volume, mais la classe S demeure le leader dans le segment. Là. La classe S la moins vendue, c'est la S500. C'est le modèle de base. Et pourtant, c'est probablement la plus intéressante. C'est que... Pour la conduite quotidienne, pour l'acheteur visé par ce type de véhicule-là. Ouais, absolument. C'est vraiment impressionnant. Alors, tu sais, c'est une voiture qui m'a bien impressionné, mais qui, en même temps... Tu te demandes pourquoi. Là. En fait, c'est une vitrine technologique, puis c'est du savoir-faire. Mais le truc qui me plaît, c'est de constater que cette voiture-là est un pied de nez à la EQS AMG. Oh my God. Qui, elle, est un flop monumental. Alors, quelle sera la prochaine génération de l'EQS AMG? Assurément une classe S 100% électrique. Ouais. On a admis notre erreur chez Mercedes. EQS, cette nomenclature-là n'existera plus. Et permets-moi de te dire que l'expérience de conduite d'une classe S n'a rien à voir avec celle d'une EQS. Oui, j'en doute pas. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.